Merci d'être avec nous sur U2P TV depuis le Salon des maires et des collectivités locales qui se tient jusqu'à jeudi à Paris. Et d'ores et déjà, je vous invite à commenter, liker et partager toutes les émissions qui sont d'ores et déjà sur les réseaux sociaux de l'U2P, sur udp-tv.fr et bien sûr YouTube. Voilà, faites-nous part de vos commentaires, de vos réactions et on va essayer de les faire arriver jusqu'à nos invités tout au long de ces 3 jours. On continue en parlant maintenant de la rénovation énergétique des écoles parce que le gouvernement a pour ambition de rénover entre 40 et 44 000 établissements scolaires d'ici 10 ans. Mais de quel accompagnement finalement disposent les maires pour y répondre? Et puis comment s'organisent les entreprises du bâtiment de proximité pour profiter de ces opportunités? Est-ce qu'elles vont juste y avoir accès? Ça va être la grande question. On va en parler avec nos invités. David Morales, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Costa Castrenidis est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur des prêts de la Banque des Territoires. David Amiel, bonjour. Bonjour. Député Renaissance de la 13e circonscription de Paris. Et Dominique Riquier-Sauvage, bonjour. Architecte urbaniste, membre du bureau de l'UNAPL et du groupe des professions libérales représentant les professions techniques et du cadre de vie. Costa Castrenidis, on va commencer avec vous puisque vous portez, vous, ce dispositif Edu-Rénov dont on va parler. Qu'est-ce que c'est exactement et comment ça fonctionne ? Alors, peut-être vous dire que pour la Banque des Territoires, la question de la rénovation thermique des bâtiments publics est un sujet majeur depuis de nombreuses années. On a commencé à l'instruire sous l'angle financier et on s'est très vite aperçu qu'un des besoins de nos clients des collectivités locales était également d'avoir un accompagnement en termes d'ingénierie. C'est ce qui nous a amené à travailler un programme vraiment dédié aux bâtiments scolaires qu'on a appelé Edu-Rénov, qui est une des briques importantes du plan école lancé par le gouvernement récemment. C'est un programme qui vise à, pour dire les choses très simplement, simplifier la vie des équipes locales et des collectivités locales en agrégeant des briques d'accompagnement en ingénierie, en subvention, en crédit d'ingénierie et en financement pour pouvoir financer ces projets qui sont des projets qui sont complexes. Aujourd'hui, le bâtiment scolaire, c'est la moitié du parc public des collectivités locales. C'est un enjeu évidemment de décarbonation et de rénovation environnementale, mais c'est également un enjeu de bien-être pour nos enfants et d'exemplarité par rapport aux citoyens. Donc ce sont l'ensemble de ces sujets-là qui nous ont motivés à mettre en place ce programme sur lequel on va revenir, mais qui vise à faire émerger 10 000 projets qu'on a appelés totems, donc des projets exemplaires qui vont chercher au moins 40% de gains énergétiques dans le cadre du design du projet au cours des prochaines années. Et à l'heure où on se parle, c'est un projet qui avance bien. On a déjà identifié 1000 projets totems. On pensait en identifier 300 en fin d'année. On a lancé le programme en mai. On est déjà à 1000 projets totems. Ça veut dire qu'il y a une mise en mouvement du côté des territoires, mais on n'est pas encore au niveau de la massification que le sujet nécessiterait. Et puis on sait que dans un pays qui a l'histoire que nous avons, nos écoles sont très anciennes. On a des bâtiments publics, notamment à Paris, des bâtiments haussmanniens qui accueillent des écoles. Et donc il y a un vrai sujet autour de la rénovation énergétique de ce point de vue-là. David Amiel, 40 à 44 000 écoles rénovées d'ici 10 ans. On y croit ou on n'y croit pas? En vrai? Parce que c'est beaucoup, figurez-vous. Alors non seulement on y croit, mais ce qui est le plus important, ce n'est pas d'y croire, c'est de le faire. Et on n'a en réalité pas le choix. On n'a pas le choix d'abord d'un point de vue environnemental. On le sait, c'est beaucoup sur la question de l'efficacité énergétique que la transition écologique passe ou casse. Et réduire notre consommation d'énergie, toutes les études récentes le montrent, est indispensable pour que dans les années 2030, on n'ait pas de blackout électrique. La dernière étude qui a été faite par RTE, le réseau de transport d'électricité, qui projette sur le moyen et le long terme, notre consommation d'électricité le montre, même en poussant au maximum ce qu'on essaye de faire, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables pour produire plus d'électricité, il faut aussi qu'on réduise notre consommation d'énergie. Et puis c'est indispensable aussi pour des raisons sociales, éducatives. Vous le disiez, je suis député de Paris, de la 13e circonscription. Moi j'ai dans ma circonscription, le sud du 15e arrondissement, des situations extrêmement variées. Il y a des écoles qui ont été rénovées, modernisées, où, au fond, les élèves peuvent travailler dans des bonnes conditions. On a des écoles où ce n'est pas le cas, et notamment le confort d'hiver, comme on dit, est faible, c'est-à-dire qu'on a froid l'hiver, et pire encore, le confort d'été est désastreux, et on étouffe quand les chaleurs augmentent. Et dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus ces pics de chaleur. Et si demain, vous avez des écoles qui ne sont pas capables d'accueillir dans des conditions de fraîcheur acceptables les élèves et les enseignants
quand il fait plus de 30 degrés dehors, eh bien on aura évidemment beaucoup de pertes en termes d'éducation, de transmission, de bien-être des élèves. Et puis vous avez même des situations plus désastreuses encore. Moi j'ai une école tout près d'ici, on est porte de Versailles, je parle de la porte de Brancion, où vous aviez des fuites d'eau dans l'établissement, où vous aviez des conditions effroyables pour pouvoir étudier. Et évidemment, c'est des quartiers populaires et donc ça crée une rupture de la promesse d'égalité républicaine. Donc c'est très important pour cette question environnementale et cette question sociale. Oui, on a eu également des exemples récents en Seine-Saint-Denis aussi où les radiateurs ne marchaient pas, les élèves étaient obligés d'avoir leur manteau, etc. Donc oui, il y a quelque chose d'important. David Morales, est-ce qu'on est néanmoins sûr que les entreprises de proximité en région vont profiter de cette opportunité réelle que représente ce dispositif-là? Les enfants et les petits-enfants des entreprises de proximité profiteront des travaux que nous ferons. Vous avez parlé de simplifier la vie des acteurs locaux, des élus. Notre objectif à nous, c'est de simplifier la vie des artisans du bâtiment. La première chose qu'on fait, c'est pas simplement dans ce programme-là, mais c'est dans tous les programmes, c'est essayer de les amener à contracter beaucoup plus facilement dans les marchés publics. Il n'y a qu'une petite quinzaine d'artisans du bâtiment qui répondent à des marchés publics. Et surtout dans les zones rurales, c'est tout à fait à eux que s'adressent ces marchés publics. Donc on va continuer à travailler avec ça. Un des principes que nous défendons, c'est l'allotissement. Si on veut qu'une petite entreprise puisse répondre à un marché public, il faut allotir. Moi, je suis plaquiste, j'ai des collègues qui sont plombiers. On ne va pas faire un gros lot où on va mettre tout le monde. On va nous faire travailler chacun dans notre métier. Ça, c'est très important. Et l'objectif pour nous, c'est d'être encore plus présent dans la rénovation énergétique. On est acteur, on pousse, on fait de la promotion pour la rénovation énergétique parce qu'on pense que c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est que les entreprises puissent accéder facilement à ces marchés. Le RGE, c'est pas facile. MaPrimeRénov', c'est pas facile. Les certificats d'économie d'énergie, c'est pas facile. Et du Rénov', j'espère que ça sera plus facile et qu'on en a déjà discuté ensemble. Il faut qu'on travaille, c'est un travail d'équipe. Il faut que tout le monde travaille, que tous les gens soient autour de la table pour pouvoir arriver à faire quelque chose d'efficace. Dominique Riquier-Sauvage, pareil pour les architectes, je suppose que c'est aussi des opportunités, mais même chose, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir faire un élan ? J'espère, j'y crois en cet élan, mais monsieur le député, vous-même, vous avez parlé des villes, des quartiers. Je voudrais un peu insister aussi sur la vie de nos territoires, parce que sans école, pas de commerçants, pas d'artisans, pas de profession libérale et les médecins, ils n'iront pas dans un village s'il n'y a pas l'école, si l'école n'offre pas une qualité d'enseignement, bien sûr, mais une qualité d'accueil aussi pour les enfants. Donc les maires des petites communes ou des villes moyennes aussi ont intérêt à rénover pour que la vie se maintienne dans leur bourg et dans leur village. Ensuite, les écoles, elles sont, vous l'avez dit, elles sont différentes. Il y en a qui ont été construites sous Jules Ferry avec des règles d'hygiène. On parlait déjà d'hygiène. On essayait de faire rentrer la lumière au maximum. Ensuite, il y a eu la période après-guerre où il y a eu l'industrialisation. On ne va pas rénover toutes ces écoles de la même façon. On ne pourra pas mettre de l'isolation par l'extérieur sur une magnifique école Jules Ferry qui aura été construite en meulière ou en pierre avec des parties en émaux, avec beaucoup de décorations. Elles font partie de notre patrimoine local. Donc il faut absolument les rénover en fonction de leurs particularités. Et là, les architectes sont là pour essayer d'avoir la vision globale et de trouver la meilleure solution. Et je voudrais insister aussi sur le fait qu'on a besoin de travailler avec les entreprises parce que souvent, il y a des techniques vraiment spécifiques. Une école en pierre, on a vraiment besoin d'entreprises qui sont spécialistes. Qui sont spécialistes. Oui. Et on ne les rénovera pas toutes de la même façon. Donc j'en reviens avant tout. Diagnostic, vision globale et un projet, il doit intégrer bien sûr la rénovation énergétique, mais si vous rénovez
de façon énergétique. Vous pouvez vous retrouver aussi à l'isoler des bruits de l'extérieur, mais du coup, les maîtresses ou les maîtres vont se plaindre tout d'un coup qu'ils vont entendre la classe d'à côté, parce qu'on aura tellement fait une boîte thermique que le bruit va passer d'une classe à l'autre et on n'aura plus le même contexte. Ouais, c'est là effectivement où les architectes ont ce niveau de détail que peut-être d'autres artisans n'ont pas. Je voudrais juste avancer un petit peu avec vous, Costa Castrinidis, parce que le dispositif prévoit un recours au marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence lorsque le montant est inférieur à 100 000 €. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors c'est un choix qui a été fait par le gouvernement qui vise justement à accélérer la montée en charge du dispositif dans les territoires ruraux et dans les petites communes. Et est-ce que ça fonctionne vraiment alors ? Je pense qu'il faut encore le faire savoir. Oui, c'est ça. Pour dire les choses très, très clairement, l'union sacrée sur le sujet commence à se constituer. D'ailleurs, notre table ronde le montre. Il y a un vrai consensus de toutes les échelles de la République sur la nécessité d'aller sur ce sujet et progressivement de réussir à transformer les écoles de notre pays. La question maintenant, c'est comment on fait savoir tous les dispositifs qui existent. Celui que vous évoquez, il est très important parce qu'on a quand même plus de 60% des écoles qui sont situées dans des communes de moins de 10 000 habitants. Donc ce sont des territoires où justement les artisans, les adhérents de la CAPEB ont un rôle clé à jouer. Mais il faut faciliter la possibilité pour ces adhérents à répondre aux besoins des communes et il faut faciliter pour les communes la capacité à exprimer leurs besoins. Aujourd'hui, un des sujets d'ingénierie qu'on constate notamment sur les petites collectivités, c'est une difficulté à être maître d'œuvre, à réaliser finalement, à être responsable de la maîtrise d'ouvrage, ce qui pose la question de comment passer par un assistant en maîtrise d'ouvrage ou de comment mutualiser finalement ce besoin avec d'autres communes pour pouvoir faire des bouquets de travaux. Mais bouquet de travaux, ça ne veut pas dire un seul lot. Ça veut dire qu'on peut avoir une stratégie pour pouvoir découper le besoin et faire travailler les artisans de notre territoire au service de ce grand projet. Ben justement, David Morales, ça c'est plutôt quelque chose de positif pour les artisans de proximité. C'est tout à fait positif et on peut y rajouter une petite couche parce qu'on est en train de travailler à la CAPEB sur des groupements d'entreprises. L'objectif, c'est on est plusieurs métiers, on est capable de répondre tous ensemble à un métier. On se groupe, on a créé même une application qui s'appelle GM 3 clics et qui permet à des artisans de se grouper, de faire un contrat groupé et de pouvoir... Et on envisage même d'amener avec nous, d'embarquer des architectes sur des petits chantiers, c'est très 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 important. Donc il faut absolument qu'on travaille en équipe au niveau du dossier et de tout ce qu'on peut faire en amont, mais il faut aussi qu'on soit capable, nous, de répondre par équipe pour le projet et pour répondre au marché. Et je pense que il y a aussi un travail commun sur la connaissance de ce que font les uns, de ce que font les autres, de façon à ce qu'on puisse s'aider mutuellement. Si on reste éloigné, si on reste tous dans notre petite cage sans partager avec les autres, il vaut mieux être tous encagés que se retrouver isolés. David Amiel, on parle beaucoup des territoires à juste titre, mais à Paris, où il y a des grandes entreprises de bâtiments, des moyennes, des petites, des très petites, comment vous allez vous assurer finalement que ce ne soit pas toujours les mêmes qui récupèrent les marchés et qui rénovent les écoles ? Vous avez raison, c'est un sujet absolument central. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces clauses que vous rappeliez, monsieur le directeur, ont été introduites pour permettre à chacun d'y avoir accès dans un contexte parisien dont on sait qu'il est par ailleurs extrêmement tendu parce qu'il y a beaucoup de chantiers en concurrence, en compétition et donc on a aussi un déficit de main-d'œuvre. Mais de ce que je retiens aussi de la discussion qu'on a eue là, c'est qu'on voit qu'il y a deux éléments extrêmement importants pour réussir. Le premier, c'est la planification. Ces chantiers, elles ne vont pas se faire d'une année à l'autre. On ne peut pas changer les normes, les modalités de financement. Il faut que les filières puissent s'organiser, que les artisans puissent recruter. Et les vacances. Non, mais que les artisans puissent aussi recruter, se projeter, avoir une visibilité sur leur modèle économique pour savoir si dans les 2, 3, 4 ans, ce modèle durera. On a eu une augmentation importante des financements, on les a multipliés par 3 pour l'année 2024 par rapport à ce qu'on avait en 2023 pour la rénovation des écoles. Moi, j'ai fait adopter un amendement à l'automne qui va obliger le gouvernement à planifier sur plusieurs années son soutien budgétaire. Parce qu'on ne peut pas avoir une logique où les subventions sont uniquement données d'une année à l'autre, peuvent changer, ce qui déstabilise beaucoup les filières et les activités économiques. Et donc, cet amendement a été adopté et dès le prochain projet de loi de finances, le gouvernement sera obligé de détailler sur plusieurs années sa stratégie de financement. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis le deuxième mot,
c'est un peu ce que vous disiez et ce que les architectes nous disent beaucoup, c'est la différenciation. Et je crois que ce qu'on voit sur les écoles, on peut le voir aussi sur l'ensemble de nos bâtiments. Ce que vous disiez sur les écoles Jules Ferry, qui n'ont pas exactement évidemment les mêmes contraintes en termes de rénovation que les écoles qui ont pu être bâties par exemple dans les années 70. Moi j'ai les deux types dans ma circonscription. Il est évident qu'on peut aussi faire le parallèle avec ce qu'on a en matière de logement, en termes de bâtiments tertiaires. Et vous me donniez l'exemple parisien. Il est sûr que Paris-Centre, où vous avez énormément de bâtiments construits dans les années 1860, 1870, pose des questions très différentes de ma circonscription, qui était un faubourg de Paris. Vous avez beaucoup de bâtiments qui ont été construits dans les années 60-70. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans les mois qui viennent, je pense en particulier au projet de loi sur le logement qui est en préparation, c'est à réussir à faire cette différenciation, cette décentralisation peut-être davantage, pour pouvoir aussi avoir des obligations différentes selon le type de bâti, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas du tout affaire aux mêmes problématiques. Dominique Riquier-Sauvage, je vais vous laisser conclure, parce que malheureusement notre émission touche bientôt à sa fin. Je vais vous laisser conclure sur tout ce que vous venez d'entendre. La conclusion, bravo pour avoir lancé ce grand projet qui est vraiment spécifique là pour le moment à la France. Je pense qu'il y a un enjeu pour l'éducation de nos enfants, nos petits-enfants, pour assurer, je pense, les valeurs de la République, les professionnels, les artisans, les architectes à leur côté, avec leur vision globale, sont là et on est vraiment en ordre de marche. On attend tous, parce que vous savez bien que d'un côté, le bâtiment en ce moment ne va pas très bien par rapport au logement. Et il faut aussi profiter de ce programme pour donner de l'activité dans les territoires au plus profond de nos territoires ruraux, de la ville de Paris, mais aussi c'est une question d'aménagement du territoire en général. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez liker, commenter et partager toutes ces émissions. Et on se retrouve dans quelques instants pour savoir comment soutenir les entreprises de proximité au niveau local. A tout de suite.